Bien, alors là, vous voyez, quand même, ça change du côté un peu, on va dire, pas balourd, mais primaire du morceau qu'on a joué avant. Well, the Sun, c'est avec 3 harmonies. Well, the Sun, go marching. Vous voyez, pareil, il y a une équipe de football en Angleterre, c'est leur chanson. Moi, je sais plus, je crois que c'est Tottenham. Hein. C'est vrai? Ouais, c'est leur. Quand Tottenham marque un but, la moitié du stade qui chante When the Sun. Alors, ils ne swingent pas du tout, hein, c'est des Anglais. Hein. C'est normal. Ils ne swingent pas. Ils peuvent chauffer un peu. Bien. Alors, on va passer maintenant aux années 40. Et à la fin des années 40, parce que, si vous voulez, pendant toutes les années 30 et le début des années 40, il y a une accélération de la virtuosité, c'est-à-dire les musiciens de jazz, les meilleurs du moins, deviennent des grands virtuoses de leur instrument. Parce que ça joue tout le temps. Déjà, il n'y a pas de jukebox. Donc, les gens qui avaient renoué avec l'emploi, il y avait le plein emploi, alors que dans la période de la dépression, il n'y avait plus d'emploi, les salariés, ils avaient un peu de fric, ils n'étaient pas riches à millions, mais ils avaient leur paye, et le week-end, ils voulaient s'amuser. Donc, rencontrer des filles, des garçons, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux que la danse? À l'époque, c'était le truc, l'activité, si vous voulez, d'approche entre êtres humains, c'était la danse. Comme il n'y avait pas de machine pour reproduire de la musique, ou très peu, c'était le début de la radio, début du disque, mais enfin les disques, comme je vous ai dit, hein, ça passait sur des machines qui n'étaient pas amplifiées électriquement la plupart du temps, donc on ne pouvait pas faire danser des centaines de gens avec un gramophone, avec un machin, avec un pavillon. Donc il y avait des grands orchestres, des orchestres où on mettait plein de gars pour que ça fasse masse, parce qu'on ne pouvait pas comme ça avoir un micro. Et les gens allaient danser comme des fous pendant toutes les années 30, les années 40. C'est le règne de ce qu'on appelait le Lindy Hop, le Jitterbug, enfin il y a plein de noms de danse. Et aujourd'hui, il y a des groupes de jeunes qui dansent ce genre de danse, parce que c'est vachement sympa à danser, ça se danse en couple, c'est assez acrobatique, c'est rigolo. Après, faites ce que vous voulez. Hein. C'est à la fois un peu sportif, et puis c'est convivial, et puis on peut se rencontrer, on peut se parler, on peut boire un coup, et tout ça avec la musique. C'est pas mal. Bien. Et donc cette spécialisation des musiciens fait qu'il y a des jeunes qui se sont révoltés aussi contre le fait de ne jouer que pour la danse. Parce que c'est très bien de jouer pour la danse, c'est sympa de voir des gens danser. Mais quand vous faites ça 6 heures par jour, vous en avez un peu ras la casquette de faire danser des gens. Et ce que faisaient beaucoup de musiciens, surtout des jeunes, c'est après le boulot de dancing, ils allaient dans des clubs où il y avait pratiquement que des musiciens, puis des vieux poivrons, et là, ils jouaient pour eux, pour eux-mêmes. C'est là que le jazz s'est vraiment développé. Et ça a donné une nouvelle forme de jazz, beaucoup plus virtuose, beaucoup plus élaborée, un petit peu plus intellectuelle, qu'on a appelé le bebop. En France, on a appelé simplement ça le jazz moderne. Enfin, c'est moderne. Moderne, c'est aujourd'hui. Alors, le jazz moderne, vous vous rendez compte, il a mon âge, le jazz moderne. Il a presque 70 balais, le jazz moderne. Il est plus très moderne, le jazz moderne. Donc, on va vous jouer un morceau. Il n'a pas 70 ans, je vous rassure non, tout de suite. Mais ça vient, doucement et sûrement. Et le morceau qu'on va vous jouer est une composition du plus fantastique musicien de bebop, un de ses créateurs, qui s'appelait Charlie Parker, et qui était un authentique génie qui jouait de cet instrument-là. Chaque fois que j'écoute, je sais que moi je ne suis pas un génie. 60 ans, et bien 60 ans après, quand vous écoutez ce gars-là, vous êtes, si vous comprenez ce qu'il joue, si vous adhérez à son style de musique, c'est fantastique. Car en France, il y avait un type pareil, qui jouait de la guitare, lui, qui s'appelait Django Reinhardt, qui jouait de la musique manouche, de la musique des gitans. Et c'était notre Charlie Parker à nous en France, quoi. C'était un génie absolu. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte que Django est mort pareil en 54, 55, par là, à peu près à la même époque que Parker. Il était un peu plus âgé que lui. Et
60 ans après, je n'ai jamais vu autant d'orchestres de musique manouche en France qu'en ce moment. Il y en a 20 fois, 30 fois plus qu'à la mort de Django. Et entre la mort de Django et le début des années 80, la musique manouche était une musique vraiment confidentielle. Et je suis vachement content, moi, de constater que malgré une certaine hostilité à l'égard de ces populations, culturellement, c'est une victoire incroyable pour tous les gitans et les manouches de France que de voir que partout cette musique est jouée aujourd'hui. Et qu'elle plaît à beaucoup de jeunes, pas à tous les jeunes, mais à beaucoup de jeunes. Et ça, c'est formidable. Alors, on a évoqué la musique manouche, le jazz manouche, Django Reinhardt, et là on va vous jouer un morceau de Charlie Parker. Charlie Parker, quand il était jeune, il jouait déjà de cette manière un petit peu élaborée, un petit peu compliquée par rapport aux vieux, et on l'appelait Yardbird. Yardbird, ça veut dire l'oiseau de basse-cour, le poulet. C'est le nom d'un poulet, avant qu'il soit dans votre assiette. Là, c'est chicken. Et sinon, quand il est en train de gambader dans une cour de ferme, on appelle ça un Yardbird. Et il a écrit un morceau qui s'intitule Yardbird Suite. Donc voici Yardbird Suite. 1, 2, 1, 1.